Il est bientôt 7 heures et voilà 45 minutes que je suis parti de Rodez. La ville est la préfecture des départements de l'Aveyron, située dans la région de l'Occitanie. Je rejoins Serge Franck, qui est éleveur de vaches laitières sur la commune de Lathéris, dans l'Aubrac. L'Aubrac, pour ceux qui ne le savent pas, est un haut plateau volcanique et granitique situé au centre du Massif central. Ce territoire est à cheval sur deux régions, l'Auvergne-Rhône-Alpes et l'Occitanie. En 1120, un comte d'origine flamande, Adalard, crée l'abbaye d'Aubrac pour protéger les pèlerins qui se rendent sur la route de Saint-Jacques-de-Compostelle en direction de l'Espagne. Les moines ont ensuite défriché les monts et créé le fameux fromage de l'Aïole et l'aligot, ce plat aveyronnais à base de pommes de terre dans lequel des tranches de tomes fraîches de l'Aubrac et de l'Aïole sont filées. Si je trouve qu'il est important de préciser ces informations, c'est parce que les spécificités de ce territoire ont marqué ses habitants et forgé un modèle d'élevage depuis plus de 1000 ans. Aujourd'hui, Serge Franck est l'un des héritiers de ce monde au sein de la coopérative Jeune Montagne, créée par un groupe d'éleveurs en 1960 autour d'André Valadier, figure bien connue en Aveyron et même au-delà. La coopérative est composée de quelques 70 élevages qui fournissent du lait, ensuite transformé en tomes fraîches de l'Aubrac et en l'Aïole. Et aujourd'hui, Serge Franck ouvre les portes de sa ferme et nous invite à découvrir son métier et sa vie. Alors je suis installé depuis un peu plus de 26 ans, en 1995 je me suis installé, j'ai repris l'exploitation familiale, c'était mes parents qui étaient éleveurs, agriculteurs avant moi. Et donc voilà, j'ai repris une exploitation où il y avait un petit troupeau laitier, un petit troupeau, c'est une petite structure, hein, c'est pas une grosse exploitation. Aujourd'hui une cinquantaine d'hectares, un peu plus, à l'époque 30, 32. Pour une cinquantaine de vaches. Et aujourd'hui voilà, pour un peu moins de 50 vaches. Un peu plus de 50 hectares. Voilà, ça fait un peu moins d'une vache à l'hectare. Et donc au moment où je me suis installé en 1995, il y avait un petit troupeau de vaches allaitantes, donc de vaches de race Aubrac essentiellement, qui élevaient leurs veaux. Il y en avait une 15-18 vaches et une vingtaine de vaches laitières. Alors j'ai fait le choix de la spécialisation laitière dans le contexte de la production fromagère pour la coopérative Jeune Montagne. Et c'est pour ça que depuis 2001, voilà, je n'ai plus que des vaches laitières. Aujourd'hui, il y a 45 vaches de race cimentale et de race Aubrac, sachant que ce sont les races qui sont autorisées dans le contexte du cahier des charges Mayol AOP. Alors aujourd'hui, là, à la traite, vous ne verrez qu'une Aubrac. Les autres, il y a 3 Aubrac dans le troupeau pour l'instant. Et les autres 2 Aubrac sont taris. Et après, c'est essentiellement des cimentales, effectivement. D'accord. Alors, les cimentales, elles ont été retenues dans le cadre du cahier des charges parce que c'est des vaches qui sont... C'est une race de moyenne montagne, issue d'une vallée suisse, la vallée de la Cime, et qui sont très adaptés à nos systèmes de production, basés sur la consommation de l'herbe, au pâturage et du foin l'hiver. Voilà, elles sont un peu moins productives, elles sont moins productives que les Primostein, la vache blanche et noire, là, qui est quand même la première race laitière française. Par contre, donc, elles sont moins productives, elles sont intéressantes parce qu'elles ont un lait riche en protéines. La protéine étant l'élément essentiel dans la fabrication fromagère. Allez. Hop, Polynaise. Ça c'est pour nettoyer. Alors c'est juste du savon que j'ai fait mousser, de l'eau avec un peu de savon. Ça permet de commencer à décoller les bouses qu'elles ont sur le crayon. L'hygiène c'est primordial dans la traite. C'est primordial et effectivement on est très attentif à l'hygiène. Moi j'ai eu un accident il y a une vingtaine d'années et j'ai quelques problèmes de mobilité au niveau des doigts, donc je suis
Je travaille comme ça dans ce contexte en utilisant des lavettes et du savon. C'est pas pour désinfecter, hein, mais on nettoie au savon. Donc on nettoie vraiment tout. C'est moins intéressant pour la fromageabilité du lait. Mais dans mon contexte, compte tenu du fait que j'ai un problème de mobilité des doigts, eh bien, je suis comme ça un peu plus sûr d'avoir nettoyé suffisamment et convenablement. Voilà. Et donc vous avez rejoint la coopérative Jeunes Montagne. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu sa création et expliquer pour les gens qui ne connaissent pas ce qu'est une coopérative et comment ça fonctionne? Alors, la coopérative Jeunes Montagne, c'est donc une coopérative, on va le définir après. Elle a été fondée en 1960 par un petit groupe d'éleveurs qui étaient donc des éleveurs de l'Aubrac. Elle a été fondée ici au village de la Terris par André Lalagny, qui est un groupe d'éleveurs de sa génération. Ils ont fondé la coopérative de montagne parce qu'en fait ils avaient tous des vaches avec une production laitière plus ou moins spécialisée. Je dirais plutôt moins que plus, puisqu'à l'époque chaque vache avait son veau et puis les veaux étaient la vache et il restait toujours un peu de lait. Et c'était ce lait-là qui était trait à la main et commercialisé ensuite. Alors au départ, dans les années 50, il y avait des petites laiteries, alors souvent des opérateurs privés, qui rachetaient ce lait-là, qui le collectaient, et puis ensuite le transformaient en fromage. Et à l'époque, le prix du litre de lait était très faible. Donc André Lalagny et ses collègues se sont dit qu'il faudrait qu'on essaye d'aller jusqu'au bout de la démarche et fabriquer nous-mêmes, dans le cadre d'une coopérative, nos produits pour mieux valoriser notre lait. C'est donc la démarche qu'ils ont engagée. Et donc voilà, au fil du temps, effectivement, la coopérative Jeunes Montagne est devenue ce qu'elle est aujourd'hui. Avec en même temps, cette coopérative a permis de sauvegarder et de redynamiser la production de fromage de l'Aïole, qui était à l'époque en déclin important, puisque la production de fromage de l'Aïole était étroitement liée à la vie des burons. Les burons, c'est des petites maisons qu'on retrouve au milieu des pâturages d'été sur le massif de l'Aubrac. Et dans ces burons, à la fin des années 50, à l'après-guerre, il restait plus grand monde pour travailler. Donc la production a périclité en quelques décennies. Là, les machines, elles détectent toutes seules quand c'est fini. Oui. L'appareil ici permet, à partir du moment où le débit diminue, descend en dessous d'un certain seuil, ça déclenche le décrochage automatique du crayon. Allez. Qu'est-ce qui se passe? Elle est stabilisée par la caméra. Ouais. Donc là, en fait, quand Jeunes Montagne s'est créé dans les années 60, c'était un petit peu le moment où l'agriculture passait, c'était l'intensif, c'était la spécialisation, justement, vous parliez des vaches, il fallait qu'elles soient très productives. Le choix a été fait à contre-courant à l'époque de vous lancer dans tout ce que vous avez expliqué. Est-ce qu'aujourd'hui, en prenant du recul, vous dites que vous avez fait le bon choix? Est-ce que l'Aubrac n'aurait jamais pu se mettre dans l'intensif? Alors, on n'était pas effectivement, enfin, on est dans une configuration où effectivement le lien est extrêmement étroit entre le territoire, les troupeaux et la production. C'est le principe même d'une appellation d'origine protégée. Donc il fallait qu'on ait des animaux qui correspondent au sol qui les porte. Alors on est ici dans des exploitations d'altitude moyenne, sur des systèmes herbagés essentiellement, avec une production qui n'est pas très importante volumiquement, en termes de quantité de fourrage produit à l'hectare et par an. Donc l'objet c'était de valoriser au mieux cette ressource naturelle avec des animaux qui soient en adéquation avec leur milieu. Et donc
le choix a été fait. Alors, on a dit tout à l'heure les années 60. Les années 60, c'était effectivement le début de l'intensification. On était encore un peu dans l'après-guerre et la nécessité, c'était de nourrir les Français. Et donc, au début des années 60, les adhérents des Jeux de montagne ont fait comme tout le monde. Ils se sont mis à mettre ce qu'on appelait des frisons à l'époque, qui sont devenus plus tard les Primostein dans leur coupe. Et ils se sont par contre assez rapidement aperçus que compte tenu des ressources foragères qu'ils avaient sur leur exploitation, ils n'étaient pas en capacité à nourrir convenablement ces animaux qui avaient quand même un potentiel laitier important. Donc ils ont réfléchi ensemble à une nouvelle orientation. Cette orientation, elle n'était pas du tout celle qui était prônée effectivement par le service de développement de l'époque. La nécessité, au sens général, c'était la productivité, la quantité. Et c'est vrai qu'il fallait être sacrément visionnaire pour faire ces choix-là. Allez, on va essayer. Allez, allez. Allez, hop, allez, là. Alors là, en fin de traite, je trempe les crayons avec une solution à base de teinture d'iode en gros, et puis une crème qui permet d'adoucir le crayon, de protection. Voilà. Vous en prenez soin de vos vaches. Il faut. Alors c'est la seule au droite en lactation pour l'instant dans le troupeau. Elle est en fin de lactation, donc il n'y a pas beaucoup de lait, mais... Parce que le principe pour les vaches, c'est... La production laitière, elle n'est pas là par hasard, elle est là pour... Les vaches sont des mammifères. Et elles produisent du lait normalement pour nourrir leur progéniture, leur veau. Et comme elles sont, on est dans un système où en gros elles font un veau chaque année. C'est-à-dire qu'à partir du moment où elles ont mis bas, elles ont une persistance de la lactation qui dure en gros 300 et quelques jours, un peu plus autour de 10 mois, quoi, on va dire. Ensuite, elles ont 2 mois de repos, et puis elles remettent bas, et c'est reparti pour un tour. Voilà. Là, celle-ci, par exemple, elle a mis bas la semaine dernière. Donc là, c'est pour ça que j'écarte le lait. On est sur la phase de production encore, ce qu'on appelle le colostrum. Pendant 14 traites après le moment de la mise bas, 7 jours, le lait est impropre à la fabrication, à la consommation humaine et à la transformation. Et en fait, il est destiné à nourrir son petit veau. On va faire répéter tout à l'heure le lait qui est là. Alors, comme il y en a pour plus jeunes, il y a 3 ou 4 veaux qui vont en profiter. Voilà. Et là, tout le lait est envoyé dans une cuve. Donc le lait, effectivement, est envoyé dans une cuve qui le conserve à une température de 4 degrés à peu près. Et ensuite, il est collecté tous les jours par la coopérative pour être transformé. Voilà, il est transformé directement après. Donc là, à 14 h, le camion va venir récupérer ce lait. Il sera transminé et transformé demain matin de très bonne heure. Chaque jour, la traite dure une grosse heure. Pendant ce temps-là, le soleil qui pointe le bout de son nez annonce la prochaine étape de la journée. Serge s'attaque maintenant au nettoyage, mais ici, pas de gaspillage, les déjections des vaches ont encore une utilité. Là, il y a une fosse à lisier intégrale sous le bâtiment. Donc voilà, et ce lisier-là, ensuite, est collecté, on s'en sert en montée. En collectif, une unité de méthanisation qui retraite nos effluents d'élevage. Il n'y a pas d'injection directe du gaz puisqu'il n'y a pas de réseau de gaz à proximité. Donc on a le fumier et le lisier sont stockés dans un méthaniseur, produisent du gaz méthane qui est brûlé par un moteur de cogénération. Et ce moteur-là génère de l'électricité et de la chaleur. Voilà. Donc pour l'instant, on revend de l'électricité à ERDF, donc à Enedis en fait.
sur le... C'est-à-dire que vous ne l'utilisez pas pour vous directement? On ne l'utilise pas pour nous, enfin on n'utilise pas la production d'énergie directement, elle est revendue. Par contre après, au niveau de nos exploitations, eh bien, l'ensemble, le sous-produit qui reste, qui s'appelle le digesta, donc à partir du moment où le mélange de fumier, lisier, déduction faite du gaz, est réutilisé comme fertilisant pour nos exploitations. Voilà. Récemment, j'étais à une réunion où les agriculteurs échangeaient et se demandaient, ou plutôt certains affirmaient, qu'à l'avenir, les éleveurs, les agriculteurs, en plus d'avoir votre métier, vous serez aussi fournisseur d'énergie, producteur d'énergie. Via la méthanisation. Exactement, on est dans cette configuration-là. Voilà, ça fait partie, le fumier et le lisier, c'est une ressource d'énergie, effectivement. Et par le biais de la méthanisation, c'est une façon de la valoriser. Mais comme je vous disais tout à l'heure, c'est un autre métier, donc il faut apprendre à le maîtriser, c'est pas si simple. Nous, l'essentiel de notre activité, c'est d'abord le troupeau, mais il me semble aussi important de s'ouvrir à ce genre de choses. Quoi, voilà. Après, c'est un gros pari, parce qu'effectivement, ça reste des projets qui sont des projets à caractère industriel, donc c'est des investissements conséquents. Et il faut, voilà, pour que ça fonctionne, on est sur un collectif avec un groupe et voilà, pour que ça fonctionne, il faut de l'échange, il faut partager les mêmes objectifs. Et voilà, c'est aussi ce qui fait l'intérêt de notre métier, c'est qu'en quelque part, finalement, on touche de plus en plus à plein de choses différentes. Après le nettoyage, il est temps d'aller nourrir les veaux qui attendent avec impatience leur biberon. Les plus âgés ont eux droit à du foin et des granulés de céréales. Je vais aller faire têter les petits veaux. Vous avez combien de petits veaux là actuellement? Alors là, il y a deux lots de génisses de renouvellement qui sont issus donc, des milvats d'automne. Et ensuite, il y a 5 petits veaux là, qui sont... Alors il y en a 3 qui sont destinés à être vendus. Et après, il y a encore deux petites génisses de renouvellement qui sont nées un petit peu après les autres. C'est leur biberon. Les biberons, voilà. Alors les plus jeunes voient le biberon, peut-être au biberon comme ça. Et celles qui sont plus grandes, qui sont destinées à être conservées pour être des vaches ensuite, elles péteront dans un système qui est au formalif avec des seaux. Voilà, c'est le lait de la vache qu'on a vu tout à l'heure. Alors les 3 derniers là, ce sont des veaux qui sont destinés à être vendus à un mois. Ils sont croisés charolais. Les mamans sont cimentales et le père c'est un père charolais. Et là ce sont des génisses de reproduction, donc race cimentale, pure. Comme celle de derrière. Hein. Celles-ci, elles n'ont plus de lait, elles sont sevrées, elles sont un peu plus grandes. Elles sont nées entre le mois de septembre et la mi-octobre. Et là, c'est la même génération, mais qui sont un petit peu plus jeunes, elles ont encore un petit peu de lait. Pendant quelques temps, là, elles ont à peu près 3 mois. Et le principe, c'est que je les sèvre à 3 mois et demi à peu près. Et à partir de là, elles ont du foin et du concentré. Voilà, je vais leur donner aux grandes. Et quelle est l'utilité de les sevrer? Alors le principe c'est que la phase... l'objet c'est pour en faire des bonnes vaches laitières, il faut développer leur capacité d'ingestion. Et si la quantité de fourrage qu'elles vont manger est étroitement liée au fait qu'elles aient plus ou moins de lait à consommer. Alors, puisque les bovins, c'est des polygastriques. Quand le veau quand il naît, il se comporte comme un monogastrique. Il a juste la caillette qui est fonctionnelle pour pouvoir digérer le lait. Mais après, on va au fil du temps, petit à petit, l'amener à devenir un polygastrique, c'est-à-dire à consommer du fourrage grossier. Là, vous en voyez, ils ont du frais à disposition dans les râteliers. Et le principe, c'est de faire en sorte qu'ils puissent développer la panse au maximum pour pouvoir valoriser le fourrage grossier, puisque, comme on le disait tout à l'heure, l'idée c'est que les vaches transforment de l'herbe et du foin en production laitière.
Donc c'est là, dans les premiers mois des pivots, des génisses, qu'on développe cette capacité-là. Donc l'idée, c'est bien de faire en sorte que rapidement, au bout de 3 mois et demi, eh bien, elle consomme suffisamment de foin avec un complément d'aliments concentrés pour pouvoir développer cette capacité d'ingestion pour plus tard être des vaches qui produisent du lait de manière convenable. Voilà. Donc la partie vitale, le fourrage. Le foin, voilà. Alors pour les petites génisses, l'objectif c'est d'avoir un foin qui pique un peu. Vous voyez, si vous le touchez, il pique un peu. Le principe c'est le fait que ce foin pique un peu, il permet de développer à la panse ce qui nous intéresse, la surface de contact entre l'aliment et le digestif. Plus il y a de surface de contact, meilleure est la dégradation ensuite des aliments et donc meilleure est la valorisation. Voilà. C'est des ruminants, il faut qu'ils ruminent et qu'ils apprennent à ruminer. Alors pour ce faire, pour qu'ils apprennent à bien ruminer, il faut un foin qui soit assez fibreux et qui pique un peu pour développer les papilles dans la panse. Est-ce que vous arrivez à produire tout votre foin, ou en grande partie? Oui, mis à part les années où il fait vraiment très sec, mais l'objectif, alors je ne produis pas du tout de céréales, donc j'achète les concentrés, mais après je produis tout le fourrage, toute l'herbe et tout le foin qu'il faut pour le troupeau. Cette année, il y en aura même trop. Quoi. Voilà. Après, dans les systèmes d'élevage tels que les nôtres, les années où il y en a trop, ça sert pour les années où il n'y en a pas assez. Quoi. Voilà. Donc le fourrage, j'en vends pas. Quoi, hein, l'idée, c'est d'être autosuffisant sur la ressource fourragère de l'exploitation pour le troupeau. Avoir une adéquation entre le nombre d'animaux, la surface récoltée, la surface pâturée. Voilà. C'est important d'avoir ce lien-là. On n'est pas dans un système où on cherche à produire à partir de matière de points achetés à l'extérieur. Alors je ne dis pas que ça n'arrive pas. Il y a des années, en 2019 et 2020, on a eu 2 sécheresses très importantes. Et là, c'est 2019 et 2020, j'ai racheté du fourrage en complément du mien, bien entendu, parce que compte tenu de la sécheresse, on n'était pas en situation d'autonomie. Voilà. Après une pause entre 11 et 15 heures, me revoilà sur l'Aubrac. L'occasion pour Serge de s'occuper d'affaires importantes et pour moi de vider mes cartes mémoire pleines après plus de 2 heures de tournage. Une mésaventure qui me préparera pour le prochain reportage. La prochaine fois, soyez-en sûrs, je prévois le stock de cartes SD. Cet après-midi, l'éleveur va nourrir les vaches. Il le fait 2 fois par jour, une fois après la traite, que je ne pouvais malheureusement plus filmer, et une seconde en milieu d'après-midi. Ce sera l'occasion pour lui de parler d'un sujet qui tient à cœur, l'alimentation. Parce que oui, les vaches aussi ont le droit de bien manger. Voilà, très bien. C'est ça. Alors, vous voyez les vaches, Elles sont là. Ah oui, d'accord. C'est génial. Elles se régalent là-bas. pour la plupart. Elles se reposent. Elles ont bien mangé. Donc là, les gens les voient à l'intérieur, mais est-ce que vous les mettez à partir de quand on fait dans pas longtemps, là, dehors? Alors, ça dépend. En règle, alors, elles sortent normalement autour du 10 mars, en gros. D'accord. Elles commencent à partir. Alors, se balader au départ, c'est plus de la promenade que du pâturage, hein, parce qu'elles continuent à manger essentiellement à l'intérieur. Pourquoi pas avant? Parce qu'on a souvent des conditions météo, on est presque à 1000 mètres d'altitude, qui font que on peut encore avoir des périodes de neige, avec de la neige qui reste assez longtemps. Donc
Là, en période hivernale, pour éviter d'avoir des stress, elles sont là, elles sont habituées, elles sont tranquilles, elles peuvent se balader à l'intérieur, elles mangent ce qu'il faut pour manger là. Alors, en période hivernale, on laisse à l'intérieur. En gros, en règle générale, c'est mi-novembre, mi-mars, à peu près. Voilà. Là, c'est le refus, on va les écarter, je vais les écarter avant de leur redonner à manger. Là, c'est ce qu'elles n'ont pas. Je leur ai distribué ce matin, je vais écarter les refus et ensuite remettre du foin à manger. Elles le refusent pour une raison spécifique ou c'est juste ce qui reste? Alors, il y a deux choses. C'est que les vaches ne sont pas plus bêtes que qui que ce soit. Quand on leur met du fourrage à disposition, eh bien, elles trient ce qui leur convient le mieux. Et voilà, à la fin, alors l'objet c'est de ne pas avoir trop de refus, parce qu'après, économiquement parlant, eh bien, c'est pas très intéressant, mais le fait d'avoir un peu de refus, eh bien, ça veut dire qu'elles ont eu suffisamment à consommer, et puis en fonction de tout ce qu'on leur a donné, eh bien, elles ont trié ce qui leur convenait le mieux. Voilà. Donc là, vous me disiez ce matin, c'est votre production. Oui. Donc vous le fauchez à quelle période? Après, vous le laissez sécher combien de temps? Voilà. Donc, alors on fauche, en règle générale, à partir autour du 20 mai, on commence les premières coupes autour du 20 mai. Alors, d'une année à l'autre, c'est pas toujours la même date, c'est pas une question de date, c'est une question de stade de la plante. Et en règle générale, on essaie de faucher quand les graminées, alors les graminées, on en voit là. Vous voyez, il y a plein, alors même dans les refus, il y a différentes graminées. Ça, c'est un pâturin. Ça, c'est un dactyle. Ça, c'est un épidodactyle. Il y avait de la fléole par là, où c'est que j'ai vu ça. Alors, vous voyez, le dactyle, même s'il est bien au bon stade, parce qu'on était sur le début des piaisons, mais malgré tout, voilà, le dactyle, c'est ceux qu'elles aiment le moins. C'est ceux qu'on retrouve le plus, là, finalement. Voilà, c'est pas la graminée la plus appétante. Après voilà, il y a encore un petit peu de pâturin, il y avait des suétuques, mais je sais pas, on n'en voit pas beaucoup par là. Alors l'intérêt de travailler en pré naturel, c'est que les plantes n'arrivent pas toutes au même stade phénoménologique en même temps, enfin au même stade de développement en même temps. Et quand en gros, on intervient à date moyenne par rapport au début des piaisons, et ce qui fait que, à l'intérieur du fourrage qu'on aura récolté, il y aura à la fois des plantes qui sont un peu plus mûres, qui permettent d'avoir beaucoup plus de fibres. Voilà, ça on retrouve, là c'est la fibre, ça pique, ça favorise la rumination. Et puis après, d'autres plantes pour lesquelles il y a beaucoup plus de feuilles, parce qu'elles sont moins avancées en stade phénoménologique, et c'est la feuille qui porte la valeur alimentaire, quoi. Donc l'idée, c'est d'avoir une salade composée qui soit la plus équilibrée possible. Alors, en complément de la pâture et ou du foin, on donne malgré tout en plus de l'aliment à base de céréales ou de tourteaux, donc pour équilibrer la ration et permettre à l'animal d'exprimer son potentiel génétique, en particulier sur la production laitière. Et donc on travaille avec alors moi, comme je n'ai pas de céréales sur l'exploitation, je travaille avec des aliments concentrés. Ces aliments concentrés se présentent sous forme de granulés. Alors il y en a deux catégories, ça c'est un granulé de céréales. Il y a 3 céréales à l'intérieur en fait. Il y a du maïs, de l'orge et du blé. Voilà, c'est un produit français bien entendu. Et qui est donc défini. Alors, au niveau du cahier des charges de la OP-Lyon, on a une liste positive d'aliments, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, à l'intérieur de nos concentrés, avoir des éléments qui ne soient pas compris dans cette liste positive. On a écarté les issues de céréales, on a écarté les sous-produits, de manière à ce qu'on travaille avec, même si c'est granulé, si on peut se dire qu'il peut y avoir à peu près n'importe quoi là-dedans, mais non, dans le contexte du cahier des charges, on est soumis à une règle qui définit les éléments qui peuvent être constitutifs de ce concentré-là. Dont pas d'OGM. Donc non OGM. Alors c'est du non OGM. On n'a pas l'OGM dans le contexte du cahier des charges a été écarté. On est parti sur du non OGM. Alors ça c'est le concentré en céréales et ça c'est donc qui apporte l'énergie essentiellement. Et ça, c'est le tourteau. Alors, c'est pareil, c'est un concentré, un granulé de tourteau
Il y a du colza, du tourteau de colza, du tourteau de tournesol et un petit peu de tourteau de soja. Et c'est pareil, là, le soja, en l'occurrence, il est non OGM. Alors, il n'est pas exclusivement français, on souhaite pouvoir y aller petit à petit dans le cahier des charges de la Yonne. Mais soja, c'est compliqué déjà. Voilà, aujourd'hui, l'offre n'est pas suffisante. Et puis, il y a deux éléments là-dedans. Il y a à la fois l'offre et puis le tarif, malgré tout, qui est extrêmement haut pour le soja français. Donc, on va essayer, ça fait partie des éléments sur lesquels on va essayer de travailler dans un avenir proche au niveau du conseil d'administration de l'ODG. Le non-OGM, c'est quelque chose d'acquis depuis longtemps. Après, la ressource française, c'est pas si simple que ça. On pourrait faire un deuxième reportage sur l'origine des produits, là, parce que le sujet est vaste. Ah oui, le sujet est vaste et puis il est de plus en plus prégnant. Il va être important. En début d'après-midi, avant d'avoir tourné la séquence que vous venez de voir, je me suis rendu chez Serge Franck pour une interview. Une façon pour nous deux d'aborder des sujets sociétaux auxquels est confronté le monde agricole. Nous entendons tous parler de bien-être animal sans écouter les premiers concernés, les éleveurs. Nous entendons tous parler de la ruralité sans la vivre pleinement au quotidien, et nous entendons tous qu'il y a de moins en moins d'agriculteurs sans voir le problème au travers de leur regard. C'est pourquoi Serge s'est prêté au jeu de ce reportage et parce que j'estime qu'il est important de faire porter la voix des premiers concernés. Il y a un autre gros sujet, en 8 mois que je suis arrivé, je crois que j'en entends parler toutes les semaines, c'est près de 40% des agriculteurs ont plus de 55 ans et partiront à la retraite en 2030. Un tiers d'entre eux ont un repreneur connu à ce jour. En 40 ans, 2 tiers des agriculteurs en moins, donc 2 tiers des agriculteurs ont disparu de 1,6 million en 1982 à 400 000 aujourd'hui et ce chiffre continue à baisser. Qu'est-ce que ça vous inspire, ces chiffres-là ? Eh bien, c'est forcément dramatique pour nos territoires, c'est forcément des éléments sur lesquels il faut être capable d'avoir une vision claire et objective. Alors le pourquoi, il est certainement multiple. Il y a à la fois, d'abord et avant tout, l'économie qui a pêché à un certain moment. Et il y a aussi forcément le contexte de vie des agriculteurs qui est peut-être de moins en moins en adéquation avec ce que sont les attentes moyennes des citoyens. On n'est pas aux 35 heures, on en est loin. Mais je ne dis pas qu'on travaille de 6h du matin à 7h du soir ou à 8h du soir ou 9h tous les jours de l'année, mais par contre effectivement il y a une implication nécessaire et quotidienne 365 jours par an. Alors après on s'organise de manière plus ou moins structurée pour pouvoir disposer de temps, mais voilà, en quelque part si on veut renouveler les générations, il faut aussi que notre façon de travailler évolue. Alors elle évolue, c'est pas toujours simple, il faut faire preuve d'imagination, d'organisation. Et malgré tout, la priorité, c'est, si on veut renouveler les générations, c'est avoir des outils de travail, réfléchir nos exploitations en ayant pour objet de créer de la valeur ajoutée. S'il n'y a pas de valeur ajoutée, il n'y aura pas de renouvellement de génération. Ça, c'est la première des choses, la viabilité et la vivabilité. C'est intéressant ce que vous dites justement sur cette vivabilité et aussi sur les attentes peut-être de société ou de vie des gens. Maintenant, les gens, ils ont envie de faire 35 heures, voire peut-être encore moins. Est-ce que cette crise que vit l'agriculture, et pas que, parce qu'il y a d'autres secteurs, quand je vois que ce soit dans le machinisme, dans tous les métiers manuels en fait en général, est-ce que c'est dû aussi à une perte de lien social, d'éloignement et vis-à-vis de la ruralité en général ? Ah ben certainement un petit peu, parce qu'effectivement le fait dominant est toujours, ou le propos dominant est souvent celui de la majorité, et quand on dit que 80% des gens aujourd'hui vivent en zone urbaine ou périurbaine, on est dans un pays où, malgré tout, le mode de vie qui est le nôtre est aujourd'hui extrêmement marginal finalement, et en quelque part à la fois, comme vous le disiez tout à l'heure, certainement marginal mais aussi méconnu. Donc c'est à mon avis, dans les années qui arrivent, si on veut renouveler les générations, on sait qu'une partie du renouvellement va se faire de façon intrafamiliale, mais ça ne sera vraiment pas le cas de tous.
Je fais moi encore partie des générations, je n'ai pas 55 ans, j'en ai 54. Je fais encore partie des générations où, en quelque part, vous étiez agriculteur parce que vos parents étaient agriculteurs, vous étiez un garçon, vous repreniez l'exploitation. Vous posez pas mal la question. Heureusement, les choses ont évolué dans les générations qui ont suivi. Et aujourd'hui, même nos enfants ont bien entendu le choix de leur orientation professionnelle. Et en quelque part, donc, ça participe aussi du fait que le nombre d'agriculteurs ait tendance à s'éroder. Mais si on veut renouveler les générations, il faut ouvrir un peu plus encore notre profession aux gens qui viennent de l'extérieur, parce que on est, comme vous dites, pas très nombreux, 400 000, s'il faut renouveler un tiers dans les 5 ans, mais finalement ça fait à la fois beaucoup, mais pas tant de monde que ça. Donc il faut être capable de communiquer sur ce que sont réellement nos métiers, et puis voilà, il y a peut-être des gens qui peuvent frapper à la porte. Alors, au sein de la coopérative Jeunes Montagne, j'accompagne, je suis président et administrateur d'un groupe d'employeurs qu'on a monté spécifiquement pour accompagner les éleveurs adhérents à la coopérative sur leur travail au quotidien, mais aussi bien entendu pour pouvoir leur permettre d'être remplacés en cas d'accident ou de maladie, et puis aussi de prendre des congés. Donc ça participe de la vivabilité de nos métiers. Et au travers du groupement d'employeurs, on a fait découvrir la profession à des jeunes qui arrivaient parfois de l'extérieur, qui sont venus chez nous en tant que salariés. Et on a eu aujourd'hui la chance, parmi eux, 2 ou 3, voilà, il y en a 2 qui se sont installés, qui sont aujourd'hui éleveurs, producteurs de lait pour la coopérative Jeunes Montagne. Donc en quelque part, il faut être capable de s'ouvrir, de prendre du temps pour pouvoir expliquer aux gens ce que l'on fait. Et je ne dis pas qu'on gagne à tous les coups, mais c'est malgré tout une démarche importante à réaliser. Moi, quand je vous ai vu, je passe du coq à l'âne, mais quand je vous ai vu, on a passé 2 heures ce matin ensemble, vous les maltraitez, vos animaux, quand même. Je veux dire, avec ce qu'on nous montre à la télé et ce que là je vois. Et oui, alors c'est vrai que, vous avez vu, je ne pense pas qu'elles sont maltraitées. On essaie de faire en sorte que les animaux soient dans les meilleures conditions possibles. Alors, bien entendu, ça peut toujours s'améliorer. Comme je le disais tout à l'heure, rien n'est parfait, mais comme je vous le disais ce matin, c'est à la fois notre outil de travail, mais c'est aussi les êtres vivants avec lesquels on passe le plus de temps dans notre existence. Finalement, voilà, moi j'ai passé en 26 ans de métier ou un peu plus, je pense que j'ai passé beaucoup plus de temps avec une vache qu'avec ma famille. Donc c'est aussi quelque part quelque chose qui nous tient à cœur. Après, voilà, ça fait aussi partie des choses qui sont positives dans notre métier. On a une relation à l'animal qui est privilégiée. Il faut essayer de la garder. Je ne dis pas que ça se passe toujours très très bien, mais malgré ça, on est dans la volonté et dans la recherche de rapport à l'animal qui est essayer de faire en sorte qu'elle soit le mieux possible. Depuis quelques années, je leur ai mis une brosse dans la stabule pour qu'elles aillent se gratter, pour se faire caresser mécaniquement par la brosse quand elles en ont envie. Et on peut considérer que c'est entre guillemets un équipement de confort ou un équipement superflu. Moi je m'aperçois et je sais pertinemment que chaque fois que quand je déplace les animaux, quand elles sont pas, si je trie un lot de vaches qui va être tari et qui vont sortir du bâtiment pendant un temps, la première des choses qu'elles font quand elles reviennent au bâtiment, avant d'aller voir s'il y a à manger, s'il y a à boire ou quoi que ce soit, elles vont faire un tour à la brosse et elles se font câliner un peu là, donc c'est bien que ça leur plaît. Donc voilà, le bien-être animal pour nous c'est quelque chose d'important. Si on veut avoir un bon produit, il faut que les animaux qui le génèrent, ce produit-là, soient dans des conditions qui soient les meilleures possibles. Alors c'est pas du 3 étoiles, mais on essaie de faire en sorte que ça se passe au mieux pour elles et aussi pour nous, parce que mine de rien, quand les animaux sont bien, on a quand même plus de chances que ce soit pas plus mal pour nous non plus. C'est exactement ce que j'allais vous demander. Il y a le bien-être animal, mais en face, il y a le bien-être de l'éleveur et vice-versa. Bien sûr. C'est un équilibre à trouver, effectivement, parce qu'on peut toujours nous reprocher dans notre métier de ne pas forcément faire les choses correctement, mais malgré tout, une journée ne fait jamais que 24 heures. On essaye de faire en sorte de ne pas passer ces 24 heures-là complètement au travail, mais
Et on est toujours dans l'anticipation, comme on le disait tout à l'heure par rapport aux problèmes sanitaires sur les animaux, voilà, le coup d'œil de l'éleveur, son rapport à l'animal, la connaissance qu'il a de son troupeau et de ses animaux individuellement, parce que là on est dans une relation individuelle, on n'est pas... Chez moi il y a moins de 50 vaches, je connais chaque vache, elles sont à peu près toutes nées chez moi, comme je disais ce matin, elles ont toutes un nom et je sais quel est leur comportement au quotidien et hop, ça y est, s'il peut qu'il y en ait une qui a un truc qui va un petit peu de travers, je la repère. Donc voilà, on essaie de faire en sorte qu'elle soit le mieux possible, Et donc, par le fait, quand les vaches vont bien, nous on ne va pas plus mal aussi, parce que quand il y a une bête qui a un problème, on demanderait presque à ma femme, mais c'est vrai qu'elle sait que quand les bêtes ne vont pas bien, ça me tracasse aussi. Voilà. Finalement, on parle beaucoup du bien-être animal, mais est-ce que les mieux placés et ceux qu'on devrait plus entendre, c'est pas les paysans ? Il me semble que oui, puisqu'effectivement, comme je vous le disais, on est au contact de nos animaux tous les jours. J'espère qu'on sait à peu près ce que sont les conditions pour qu'elles soient bien accompagnées, quoi. Alors, il y a forcément une frange de la population aujourd'hui qui considère que l'acte même d'élevage est un acte de contrainte. C'est pas forcément une vision que je partage. Je pense que... Parce qu'encore une fois, on revient aux questions précédentes. Est-ce que c'est aussi une coupure vis-à-vis de la ruralité du monde paysan et de la réalité j'ai envie de dire, de siècles, peut-être de millénaires Bien sûr. Et c'est vrai que... Alors, c'est des éléments qu'on a finalement, même nous, du mal à percevoir, si tant est que... Voilà, il y a 6 mois, un peu plus, mais l'été dernier, j'ai eu la visite, alors avec la coopérative Jeunes Montagne, on essaie, en tant qu'éleveur adhérent, de faire la promotion des produits, et j'ai été invité à faire la promotion du fromage et de la tome fraîche dans une crèmerie à Paris il y a maintenant 2 ans. Et en retour, la crémière chez qui j'étais intervenu, j'étais resté un jour, on avait échangé beaucoup, ça s'était très bien passé. Pour nous, c'est aussi super intéressant cet aspect-là, parce que voir comment ça se passe après, où va notre lait, alors on sait effectivement qui va à la fabrication du produit, mais après derrière on ne connaît pas trop. Là, le fait de découvrir les réseaux de distribution et les personnes qui distribuent, c'est aussi super intéressant. Et en échange, l'été dernier, on était en vacances en famille, je m'envoie un texto en me disant écoute, je descends en vacances sur l'Aubrac la semaine prochaine, est-ce que je peux passer te voir? On était en vacances, j'ai dit écoute, attends 10 jours de plus, et quand on sera rentré de vacances, tu viens, la porte est ouverte, bien entendu. Et inévitablement, on est allé voir les vaches, elles étaient en train de pâturer dehors, elles les ont câlinées, elle était là avec ses enfants, elles ont pu caresser les vaches qui n'avaient pas peur. Je leur ai montré que globalement ça se passait plutôt très bien. Et ces aspects-là, pour nous, c'est quelque chose de naturel, de normal. Et bien pour eux, c'était finalement une découverte. La relation à l'animal celle qu'on a aujourd'hui au quotidien avec nos animaux, c'est quelque chose qu'il faut être capable de montrer, d'expliquer. Ça ne vient pas tout seul, vous l'avez vu ce matin, les génisses, les petits veaux, ils sont nés à la maison, et on les a souvent, des fois, le moins souvent possible, mais des fois il faut même aider la vache à véler, et puis après, au fil des jours, inévitablement, il se crée un lien entre l'animal et l'éleveur, et puis ce lien-là, il dure, il continue au quotidien, que la vache soit... Alors, ça finit toujours par la même chose, inévitablement. À la fin, la vache s'en va pour aller faire du steak. Comme disait, on a une salariée du groupe Un Employeur qui disait alors, quand elle arrive à la salle de traite, alors elle disait alors, ce matin, vous faites quoi? Du bon lait ou de la bonne viande? Donc c'est ça, une vache qui arrive en fin de carrière, la fin de carrière, c'est forcément de la bonne viande. Mais ça fait partie de la réalité de notre quotidien d'éleveur, et on essaie de faire en sorte que ça se passe au mieux. Mais dans cette question
je considère moi que l'éleveur a toute sa place dans le règne animal, dans le paysage. On est là, nous, pour transformer une ressource végétale en ressource animale, que ce soit du lait ou de la viande, et accompagner au mieux cette transformation. Voilà. On sait qu'ici, sur nos territoires, près de 1000 mètres d'altitude, on ne fera pas du steak végétal parce que l'herbe, on ne sait pas la transformer autrement qu'en viande ou en lait. On ne fera pas des grandes cultures, on ne fera pas de la protéine végétale avec des champs de soja ou de colza à perte de vue. C'est pas possible, on est à 1000 mètres d'altitude, ici il pousse de l'herbe en gros. Et sinon, s'il n'y a plus de vaches, il pousse de l'herbe, des végétaux, des adventices et puis assez rapidement du bois. Voilà. Donc il y a l'entretien du paysage, du territoire de l'Aubrac tel qu'il est, il est fait d'abord et avant tout par les animaux qui y sont dessus et par aussi, bien entendu, les éleveurs qui les accompagnent.